vous êtes ici sur une conférence sur la démocratisation de l'accès à la preuve juridique. Évidemment, c'est un sujet qui est clé, c'est un sujet qui est central. Aujourd'hui, le droit est partout. Les relations contractuelles, qu'elles soient formalisées ou non, sont partout également. Mais en revanche, pour que ça soit effectif, il faut être capable d'armer les entreprises, les justiciables, pour démontrer leur bonne foi, faire valoir leurs droits, etc., etc. Et c'est un enjeu qui est clé, c'est un enjeu en fait de confiance. Alors, je vais me risquer en introduisant le sujet de vous partager un fait divers fictif. C'est l'histoire de Gisèle qui a acheté une maison et qui va investir toutes ses économies, toute son énergie dans la rénovation de cette maison. Il va lui arriver un certain nombre de déboires. Alors, Gisèle, c'est une justiciable qui n'est pas forcément juriste de formation, qui n'a pas forcément les réflexes en termes de responsabilité qu'on peut avoir dans cette salle et ainsi de suite. Mais donc, elle va commencer par mandater une entreprise de maçonnerie. L'entreprise de maçonnerie va démarrer les travaux avec beaucoup de retard et elle va s'apercevoir assez rapidement qu'il y a des malfaçons. Elle avait pourtant obtenu une garantie décennale et des documents montrant que l'entreprise était assurée. Et hélas, quand elle va vouloir faire jouer l'assurance pour obtenir des remboursements, l'entreprise de maçonnerie ne répondant plus, elle va se rendre compte que c'était un faux. Première difficulté d'accès à la preuve. Deuxième chose qui va arriver à Gisèle, c'est qu'elle va mandater, pour refaire sa façade, une entreprise qui va faire intervenir différents prestataires, sous-traitants, pour refaire ses façades. Les salariés, qui en fait ne sont pas des salariés, travaillent le week-end. Les voisins se plaignent, portent plainte. L'URSSAF débarque, travail illégal, et on va reprocher à Gisèle, et on va demander à Gisèle de payer des charges sociales sur la requalification des travailleurs. Bon, ça ne fonctionne pas toujours exactement comme ça en droit, mais pour le cas d'espèce, je prends cette situation-là. Troisième déboire qui va arriver à Gisèle, elle se fait livrer des palettes de carrelage, et pas de bol, le livreur, le transporteur, vient abîmer sa façade neuve. Et évidemment, il est de mauvaise foi, il explique que les dégâts étaient déjà là avant. Et il accepte de rembourser le carrelage, mais pas les remises en état de la façade qu'elle venait de faire par des travailleurs illégaux. Bon, dernier point, la pauvre, c'est qu'elle va se retrouver dans un logement insalubre, son électricien n'ayant pas fait correctement le travail, elle n'a plus de chauffage et plus d'électricité. Alors, il lui arrive énormément de problèmes à cette pauvre Gisèle, qui évidemment lui font dire qu'elle a besoin de preuves à tous les niveaux, qu'elle aurait dû anticiper ce besoin de preuves à différents niveaux. Évidemment, c'est des coûts qui sont importants, des coûts de justice, mais aussi des coûts puisqu'elle est obligée de continuer à se loger, de payer un loyer tout en remboursant son crédit. Donc elle se retrouve évidemment en difficulté, elle se retrouve frustrée face à un système judiciaire qui est compliqué à mettre en œuvre, face à des professionnels du droit qui ne parlent pas forcément toujours son langage, et elle se retrouve, évidemment, elle glisse progressivement. Et puis, on pourrait imaginer qu'elle se retrouve en dépression, en congé maladie, avec toutes les charges que ça peut représenter pour l'État et toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis également, cet isolement peut progressivement faire qu'elle va glisser sur des groupes plus ou moins complotistes sur les réseaux sociaux et elle-même se retrouver à colporter des fake news. Alors, tout ça, évidemment, c'est une situation complètement fictive, mais ça reflète quand même, je crois, un certain état dans lequel on vit, où finalement, au-delà du contractuel, on se rend compte que l'enjeu de la preuve peut faire jouer et faire valoir ses droits plus facilement, et finalement peut recréer de la confiance là où aujourd'hui elle se délite. Confiance entre les justiciables, confiance des justiciables avec les entreprises, mais également confiance des justiciables et des entreprises vis-à-vis des institutions de l'État. Alors, c'est un enjeu clé. Comment on fait pour armer les entreprises, les justiciables, pour qu'ils puissent collecter des preuves fiables et faire valoir leurs droits plus facilement. Chacun de nos intervenants aujourd'hui travaille dans ces directions-là. Ils viennent d'horizons complètement différents, mais finalement, aujourd'hui, ils ont des réflexions qui consistent à réfléchir à la manière dont ils peuvent sécuriser, anticiper un risque en collectant des preuves ou également les rendre plus accessibles. Alors, qui va parler aujourd'hui ? On va avoir une approche économique et sociologique de la question avec Ngo Madjo pour la direction immobilier de McDonald's, direction juridique pôle immobilier de McDonald's. On va avoir Patrice Gras, qui est le président de l'Union nationale des huissiers de justice, qui va nous partager la façon dont aujourd'hui les huissiers travaillent et s'attaquent à cette question de l'accès à la preuve. On va avoir Henri de la Motte-Rouge avec une approche qui est plus à la fois avocat, et c'est intéressant de voir comment les avocats peuvent réfléchir pour aider leurs clients dans ces démarches de collecte de preuves, mais aussi une approche tech, puisque Henri a monté très tôt, en 2017, une startup qui s'appelle DeepBlock, qui travaille sur ces sujets-là. Et enfin,
et ça va être particulièrement intéressant et je suis très heureux de vous avoir, Camille et Fadila. On a une représentante du ministère de la Justice, une représentante de la DINUM, qui vont nous expliquer les démarches qui sont actuellement engagées au niveau des institutions, des ministères et de l'État pour faciliter cet accès à la preuve, pour remettre le justiciable finalement, qui est un usager du droit, au centre des dispositifs. Alors, je vais passer dans un premier temps la parole à Ango Maggio. Tu peux prendre le micro là. Et voilà, donc témoignage, et je vous passerai le micro ensuite. Merci beaucoup. Merci Alexis de me donner la parole. Donc j'ouvre le bal. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme tu l'as dit, donc je me représente. Je m'appelle Ango Maggio Nouk et donc j'ai été avocate pendant quelques années en droit immobilier et aujourd'hui donc je fais partie de la direction juridique et conformité dans le pôle droit immobilier du siège social de McDonald's France, qui est situé à Guyancourt. Donc, comme ça a été évoqué à l'instant, effectivement, la preuve, c'est vraiment un enjeu qui est très important, d'autant qu'on vit de plus en plus dans une société où l'hyper-réactivité et l'immédiateté sont vraiment devenues des valeurs qui sont omniprésentes. Et donc, effectivement, le droit et la collecte de la preuve n'échappent pas à cette transformation. Et nous, au sein de la direction juridique de McDonald's et de toute entreprise, nous sommes quasi quotidiennement confrontés à cette nécessité de collecter des preuves en trouvant des moyens de preuve rapides et ayant une force probante importante en raison des enjeux économiques et financiers. Alors par exemple, moi, au sein de la société McDonald's, je suis amené à traiter de litiges, de contentieux qui sont divers et variés. Par exemple, pour vous donner des illustrations, on a parfois fait appel à des entreprises qui réalisent des travaux de construction de nos bâtiments, de nos restaurants, ou qui réalisent des travaux d'aménagement intérieur dans des locaux qui sont existants pour qu'on puisse exploiter notre activité de restauration. Et il arrive, comme dans l'exemple qu'a donné Alexis à l'instant, qu'il y ait des désordres et des malfaçons. Et donc dans ces cas-là, bien, comment on fait ? Il est indispensable qu'on puisse faire constater l'existence des désordres. Donc on fait appel à des commissaires de justice pour ça, notamment. Et il est indispensable qu'on puisse faire constater aussi la nature de ces désordres pour ensuite pouvoir faire jouer les différentes responsabilités, les différentes garanties, notamment les garanties décennales. Il y a aussi des moments où en fait, il y a des gens qui, des fois, trouvent intéressant de dégrader nos restaurants. Donc, il y a des cas de dégradation. Et donc, dans ces cas-là aussi, il est important, si on veut obtenir gain de cause en justice, déjà de faire constater en fait ces dégradations. Donc là encore, la preuve, la collecte de la preuve s'avère indispensable. Et puis, on a aussi des situations d'occupation illégale de nos terrains sur lesquels sont implantés nos restaurants. Parfois, des personnes en fait squattent purement et simplement nos terrains. Et donc là, si on veut les faire déloger le plus rapidement possible, il faut qu'on puisse déjà faire constater leur présence. Et puis voilà, je pourrais vous en parler pendant encore des heures, mais je vais donner une autre illustration. C'est l'exemple, par exemple, de difficultés liées à des servitudes, à l'utilisation d'une servitude de passage, puisque il arrive qu'on soit situé dans des zones qui sont enclavées, c'est-à-dire où on n'a pas un accès direct à la voie publique. Et dans ces cas-là, il arrive qu'on soit contraint en fait, de passer, enfin que nos clients soient contraints de passer par le terrain du voisin. Et qu'il y ait donc des litiges qui sont liés à des accusations, par exemple, d'entrave à la servitude de passage. Et dans ces cas-là, pour prouver notre bonne foi et pour prouver l'absence d'entrave à ces servitudes de passage, il faut qu'on puisse le démontrer. Il faut en faire la démonstration. Et c'est un enjeu important puisqu'en fait, ça se répercute économiquement. Par exemple, lorsque quelqu'un occupe illégalement nos terrains et qu'on a projeté de le vendre, on ne peut pas le vendre. Donc, on perd de l'argent. Ou alors, lorsqu'on a décidé de commencer des travaux, qu'on a fait l'acquisition d'un terrain et qu'on a voulu commencer des travaux
pour construire un restaurant, eh bien, en fait, on ne peut pas commencer les travaux. Donc, le chantier démarre tardivement. Les entreprises qu'on a missionnées ne peuvent pas commencer alors qu'elles ont engagé des frais. Donc, elles peuvent être amenées à nous demander une compensation financière. Nous-mêmes, comme on commence plus tardivement les travaux, ça veut dire qu'on ouvre plus tardivement le restaurant. Donc, on a une perte de chiffre d'affaires, une perte d'exploitation, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est vraiment indispensable qu'on puisse trouver des moyens rapides de collecter des preuves. Et face à tous ces enjeux, qui sont notamment économiques et financiers, chez McDonald's, nous sommes actuellement en train de réfléchir justement à trouver des moyens pour collecter vraiment les preuves de manière très rapide et de trouver les preuves de façon très rapide, et puis tout en conservant en fait leur caractère probant. Voilà. Merci beaucoup. Patrice, je vous propose de prendre des questions. Il y aura un deuxième temps évidemment de questions, je ne vous l'ai pas dit en intro. On t'écoute. Oui, très intéressant le cas particulier que vous avez évoqué, et puis également sur l'activité. Là, on passe effectivement d'un cap à l'autre, c'est-à-dire un justiciable propriétaire et une entreprise d'une taille internationale. Alors, vous avez cité le mot de commissaire de justice. Il est ancré à partir du 1er juillet 2022. C'est en fait les huissiers de justice qui sont devenus commissaires de justice. Il faut juste faire cette petite précision. La preuve, elle est aujourd'hui essentielle. Un commissaire de justice, officier public et ministériel, à partir du moment où il établit une preuve, cette preuve s'impose au magistrat. Donc les éléments de constatation de comment on recueille la preuve est extrêmement importante dans la mesure où c'est ce qui va décider la décision du magistrat. Donc en fait, la qualité du constat doit être faite et doit être très bien faite. Et d'ailleurs, Société McDonald's, pour laquelle on travaille également, notamment sur la pose des panneaux d'affichage, etc., pour purger le recours des tiers. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, une profession qui peut paraître surannée, aujourd'hui, est extrêmement moderne. Pourquoi ? Parce qu'elle protège le justiciable, elle a un coût extrêmement raisonnable, et par rapport aux enjeux ou d'un particulier ou d'une entreprise comme la vôtre, elle intervient sur le terrain. Comme je dis souvent, on a les pieds au milieu du salon et on a les pieds au milieu de l'entreprise. Et la définition de notre métier, c'est de répondre à l'urgence. Donc l'idée pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, c'est d'avoir accès à cette justice, d'avoir un maillage territorial sur l'ensemble du territoire qui soit bien réparti, pour que, parce qu'on est officier public et ministériel, comme je dis souvent, exercer cette profession que l'on pourrait dire protégée, ce n'est pas fait pour défendre ceux qui l'exercent, mais pour justement défendre le justiciable, qu'il soit indépendant ou entreprise. Ça, c'est vraiment l'âme de notre métier. Bien évidemment, on doit évoluer dans la recherche de cette preuve, et nous avons également réfléchi, quand on parle d'un marché du droit, quand on parle d'être disruptif sur tel ou tel sujet, on a également regardé tout ce qui se faisait ailleurs, et notamment pour avoir croisé Alexis dans différentes réunions, j'entendais effectivement un certain nombre d'acteurs de dire on peut obtenir une preuve très facilement, on peut faire ceci, on peut faire cela, etc. Oui, sauf que ça ne constitue pas un constat, ça ne constitue pas une preuve irréfragable. Il y a effectivement des moyens que l'on peut mettre en place, et nous avons participé au développement d'une petite application Smart Preuve qui permet, pour des litiges, des petits litiges, ou en attendant qu'effectivement l'huissier arrive, par le biais d'un smartphone et d'une application, de prendre un certain nombre d'éléments de photos, de les mettre de côté, pour montrer, le litige, il est né là, vous avez une fuite qui commence, on ne peut intervenir ou arriver que dans 1 heure, dans 2 heures ou dans 3 heures, ou le lendemain pour X raisons. Vous avez établi un certain nombre d'éléments. Ce que vous avez établi via l'application Smart Preuve n'est pas un constat. Ce sont des éléments qui peuvent être apportés au magistrat, complémentaires, éventuellement insérés au procès verbal pour dire c'est des pièces qu'effectivement que le justiciable nous communique pour bâtir le dossier,
mais ça ne constitue pas un constat tel qu'il est. Donc ça c'est très important. On voit effectivement aujourd'hui beaucoup de petits savants venir sur ce marché du droit en disant, eh bien, il y a de l'argent effectivement à faire. Très bien, c'est une chose, chacun peut prendre. Mais il y a aussi la défense du justiciable, qu'il soit particulier ou qu'il soit entreprise, parce que parfois les litiges sont très importants. Pour la personne que vous citez, c'est quasiment toute sa vie et toutes ses économies, donc c'est très important. Pour une entreprise telle que la vôtre, s'implanter, et on voit qu'effectivement, le commissaire de justice intervient de la naissance d'une construction par le biais de panneaux d'affichage. Alors on dit, c'est complètement idiot, c'est quand même très simple, pourquoi faire passer, on fait une photo, oui, la photo que vous avez faite n'est pas faite par un officier public et ministériel qui certifie, jusqu'à inscription de faux, qui certifie l'ensemble des éléments pris. Ça c'est très important, ne vous faites pas l'économie de 200, 300 ou 400 euros, ou parfois beaucoup plus importante. On intervient aussi sur des problèmes sociaux, sur des occupations. On a fait des grèves pendant 8 jours, etc., pour montrer qu'effectivement le droit de grève est respecté, mais le droit du travail l'est également. Donc l'huissier de justice, le commissaire de justice, intervient dans tous ces secteurs. Et souvent, notre métier est mal perçu, principalement parce qu'on n'a pas fait, nous, et le fait d'être là devant vous, de donner ces exemples-là, il faut nous appeler. Très souvent, les entreprises ont un ou plusieurs avocats en fonction de la spécialité. Ils ont un ou plusieurs notaires en fonction de leur implantation sur l'ensemble du territoire. Ils ont tel conseiller, etc. Et je dis souvent, vous avez un huissier de justice qui est attitré à votre entreprise ? Quasiment jamais. Donc vous voyez, le chemin, il est long à faire. On est un véritable couteau suisse du droit. On peut partir de la signification d'un acte pénal dans des activités monopolistiques et aller jusqu'au recouvrement amiable de créances en passant par tout l'arc-en-ciel et y compris l'obtention de la preuve. Et l'obtention de la preuve, elle est très souvent, on me dit « Ah oui, attendez, je vous fais venir, mais il y a 3 mois, il s'est passé ça. » Ok, très bien. Regardez, j'ai pris des photos, je peux rien en faire. Je peux simplement vous dire que c'est pas certifié, dans quelles conditions vous avez pris ces photos, etc. Bon, c'est un élément qui va me permettre de présenter mon constat et de le faire, mais je ne peux pas en tirer de conclusion. Donc, ayez des réflexes de faire intervenir et le plus vite possible votre commissaire de justice. Dans notre nature, aujourd'hui, l'intervention rapide est une obligation. Maintenant également, on a également ce droit de réserve de ne pas constater n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Également pour nous expliquer, on peut également, parce que parfois vous prenez des preuves, vous avez un accès libre à un élément de preuve, et puis parfois vous ne pouvez pas accéder, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans telle propriété, et puis parce que la personne chez qui vous venez chercher les preuves ne va pas vous les donner, dans la mesure où effectivement elle enfreint un certain nombre de réglementations, y compris sur le net, etc. On fait beaucoup également de constatations internet. De là, il faut se rapprocher à ce moment-là de son huissier, qui va se rapprocher éventuellement d'un avocat pour obtenir une requête aux fins d'ordonnance et de pouvoir faire à ce moment-là établir une preuve fixée par le magistrat où on aura l'autorisation de pénétrer à tel endroit, l'autorisation de prendre tel et tel élément qui pourront servir à une prochaine procédure. Donc des accès libres à la preuve, assez facile aujourd'hui, avec bon nombre d'éléments. Aujourd'hui, on fait les constats par drone également. On a quelques confrères qui se sont spécialisés. Il y a des réglementations très précises. On ne peut pas faire décoller un drone n'importe où, n'importe comment, pour constater n'importe quoi. Il faut aussi que les conditions du constat préservent également les droits des tiers. Il n'est pas question d'aller faire n'importe quelle constatation pour que derrière, ces constatations se retournent contre celui qui bénéficie du constat. Voilà à peu près l'ensemble. Je suis prêt à répondre à différentes questions. Donc, un métier aujourd'hui un peu suranné, mais qui est en fait extrêmement moderne dans sa pratique de tous les jours, extrêmement proche du justiciable, qu'il soit particulier ou entreprise, et qui sait également faire évoluer son métier, regarder les marchés du droit qui sont en train de se développer, et participer également
de par la création effectivement de ces petits outils SmartProv, qui est aussi une prise de rendez-vous. Vous avez Doctolib qui a été fait dans cette application. Il y a aussi comment trouver son huissier le plus facilement possible sans avoir à utiliser un bottin qui n'existe plus, à passer des trucs sur le net, à ne plus savoir. Vous avez un outil qui vous répond en direct et qui vous dit oui, je peux intervenir, quel sera le coût, éventuellement celui-ci, et une mise en relation directe. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Patrice. Ce qui est intéressant et ce que je retiens dans ton intervention, et ça va faire la transition avec Henri, c'est qu'effectivement le commissaire de justice, il a un rôle clé en tant que tiers de confiance pour donner une force probante maximum, mais qu'il y a aussi une granularité de preuves et un réflexe de preuves à créer. C'est là que je suis également fondateur de SmartProv, mais je suis vraiment là avec la casquette OpenNO et c'est pas du tout une conférence commerciale. Mais effectivement, cette granularité-là, on l'a construit de A à Z en essayant de se dire comment on fait pour intégrer le commissaire de justice dans le réflexe de constitution de preuve du justiciable. Je ferme la parenthèse, je ne suis pas là pour vous faire la promo de cette application, mais c'est vrai qu'elle est intéressante parce qu'on a vraiment travaillé cette granularité en mettant le professionnel du droit dès le départ dans le process. Parce que les intérêts financiers peuvent être très importants. Si vous établissez l'élément de preuve au départ, vous vous sécurisez. Je donne un exemple d'une exécution de décision de justice que je fais un jour dans une société qui faisait la distribution de pièces automobiles et notamment de filtres gasoil. Oui, c'est pas... Donc j'arrivais, j'avais une condamnation à 10 ou 20 000 euros. Je viens voir le chef d'entreprise, je viens faire ma saisie parce qu'il ne répond pas à la signification, il ne répond pas au commandement, il ne répond pas aux convocations, etc. Et je viens pour faire la saisie, faire l'inventaire, etc. Il dit oui, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc. Je ne comprends pas. Et ça, c'est le métier au quotidien. Donc on écoute le chef d'entreprise, on essaye non pas d'être les shérifs du droit, mais d'écouter, d'aller en disant moi j'ai un jugement à exécuter. En fait, quelle est la difficulté ? Oui, on m'a livré ça, la référence ne correspond pas, c'est pas ce que j'ai commandé, je ne peux pas les vendre, j'ai laissé ça dans un coin. La société en tant que telle, elle a facturé, elle a envoyé, elle a pris un truc. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas laisser ça dans un coin. Il suffisait de faire venir un de mes confrères ou moi-même avant d'avoir ce dossier, de faire constater que ce n'était pas la référence, vous le mettiez effectivement dans un coin, vous lui mettiez en demeure d'aller récupérer, vous vous opposiez, vous auriez participé au jugement, vous auriez prouvé au magistrat que les demandes de facturation ne correspondaient pas. Vous voyez, de temps en temps, on laisse les choses traîner dans un coin, alors qu'en fait, le simple réflexe de dire « on m'a livré ça, ça ne correspond pas à ce que je souhaite, je fais constater, je mets dans un coin, j'envoie à mon conseil, et après, j'attends. Et demain, si je suis attaqué, j'aurai les éléments de preuve pour répondre très simplement. Vous voyez, il y a une anticipation des choses. Faut toujours essayer d'anticiper un coup ou un autre. C'est plus compliqué sur les particuliers parce que parfois, les particuliers ont des pratiques assez agressives vis-à-vis d'eux. Et parfois, ils ont le réflexe d'appeler plutôt Courbet, ce qui est plutôt parfois une bonne chose, parce qu'il fait une émission qui, au quotidien, donne des choses. Et ça entretient, si vous voulez, le fait aux gens de dire attention, n'allez pas acheter n'importe quoi sur le bon coin, n'importe comment. Enfin, voilà, il a quand même largement évolué. Pour autant, il vaut mieux appeler son conseil, qu'il soit avocat ou commissaire de justice. On va passer Merci beaucoup Patrice. La parole à Henri de la Motte-Rouge, avocat au barreau de Paris. Et voilà, je te laisse la parole. Merci Alexis, mon cher maître. Merci mesdames. Oui, cher maître, vous êtes un créateur de preuves et du coup, effectivement, une composante indispensable dans ce sujet. Moi, en tant que praticien, et il y a sans doute d'autres confrères ici, nous sommes avocats, et du coup, on est un peu des tacticiens de la preuve, des stratèges de la preuve, et la preuve, elle est omniprésente, et finalement, on se casse la tête au quotidien sur ces sujets-là, pour amener en fait les éléments de preuve significatifs au magistrat, qui ensuite, lui, va être le juge de la preuve. En réalité, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, dans une affaire, c'est une affaire en diffamation, l'adversaire n'avait pas du coup fait un constat des propos diffamants. Et bien tout simplement, il a suffi de contester la réalité des propos, alors que même on savait très bien que ces propos avaient été prononcés sur Internet, mais comme il n'avait pas de constat d'huissier, et ben sa demande a été jugée irrecevable par le magistrat. Donc effectivement, il y a deux tendances aujourd'hui qu'on peut constater. C'est d'une part, et finalement je suis là aussi pour témoigner de ça, d'une part que le numérique est une source d'augmentation des traces
donc des preuves, et ce que vous devez aussi prendre en considération, puisque parfois on a des traces qu'on n'aime pas laisser, mais donc le numérique est une augmentation des traces et donc des preuves qui sont créées, et donc ça c'est très intéressant parce que quand on a, et nous c'est ce qu'on intègre dans notre cabinet, des recherches forensiques, et il est possible d'arriver à démontrer un certain nombre de choses très intéressantes par les traces qui sont laissées, mais paradoxalement, cette augmentation de nombre de preuves qui est liée au numérique, paradoxalement, le numérique aussi permet de falsifier, permet d'instrumentaliser également beaucoup plus facilement la preuve. Derrière, du coup, les magistrats, eux, on est aussi dans un deuxième mouvement qui est, tout le monde le sait bien, un fonctionnement de la justice qui est complexe avec un engorgement. Et comme je le disais pour mon exemple tout à l'heure d'action en diffamation, un dossier qui n'est pas bien construit, qui n'a pas une bonne preuve, le magistrat il va préférer déclarer irrecevable, déclaré irrégulier, comme ça il n'aura pas à traiter ce dossier-là. C'est ça la réalité des magistrats aujourd'hui. Donc si vous voulez gagner, si vous voulez avoir un bon dossier, vous devez avoir des éléments de preuve fiables. Et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et nous, dans notre métier d'avocat aujourd'hui, on a un rôle qui est d'aider le justiciable à se constituer des preuves fiables. Et je dirais qu'il y a deux typologies de preuves. On ne va pas rentrer non plus dans... Parce que la preuve, c'est un débat qui est colossal et qui est extrêmement intéressant en tant que justiciable. Il y a aussi la licéité de la preuve. Et je voudrais juste donner ce petit exemple. Mais aujourd'hui, si, par exemple, McDonald's va mettre des caméras devant ses restaurants et que ces caméras, du coup, filment, par exemple, un salarié en train d'aller voler quelque chose, d'aller voler des steaks, par exemple, du coup, si cette caméra, antérieurement, il n'y a pas eu les formalités RGPD nécessaires, le McDonald's ne va pas pouvoir recourir, en tout cas, il va y avoir une contestation du licenciement qui va être basée sur le fait que le respect du RGPD n'a pas été réalisé lorsque les caméras ont été installées et que, en conséquence, la preuve est irrecevable. Voilà. Après, il y a des notions de recevabilité de preuve qui sont différentes. Hein. Je ne parlerai pas de l'affaire Benzema, etc., que ce soit au pénal ou au civil, mais il est important de se constituer des preuves qui soient licites. Sur la preuve, aujourd'hui, comment on peut aider nos clients ? Il y a deux moyens. Il y a d'une part la preuve, et vous en avez un petit peu parlé, merci, parce que nous, c'est un outil qu'on adore, finalement, aller se constituer des preuves de manière offensive dans un procès. Et il y a deux manières. Il y a ce dont mon cher maître a parlé, la requête 145, qui permet d'arriver avec un huissier et un expert en sollicitant le juge pour qu'on obtienne une ordonnance qui permette à un huissier et à un expert d'aller faire ce qu'on pourrait appeler une perquisition privée pour obtenir des preuves. Et là encore, il faut qu'elle soit bien faite, donc il faut travailler aussi avec des huissiers et des experts compétents pour que ça ne soit pas remis en question. Donc ça, c'est une preuve que vous pouvez vous constituer de manière offensive quand vous avez un peu un manque de preuves. Vous pouvez aussi demander au magistrat d'ordonner qu'une des parties communique des éléments. Mais je préfère le faire avant tout procès, hein, c'est les motivations de l'article 145, plutôt que de le faire après. Donc ça, c'est des preuves, quelque part, offensive. Et au quotidien, nous, on est en train de se battre avec les clients, enfin se battre entre guillemets, hein, mais quelles preuves vous avez ? Parce qu'effectivement, on sait très bien que si on n'a pas de bons moyens de preuve, ça va être compliqué. Et donc, du coup, on cultive, et ça c'est un changement, et c'est aussi pour ça qu'on est tous autour de cette table, on cultive aujourd'hui la nécessité de se constituer des preuves que j'appellerais par anticipation, la preuve d'anticipation. Et la preuve d'anticipation, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on va mettre en place pour prouver que quelque chose s'est passé. Ça va être par exemple le fait sur un site internet, puisque moi j'interviens beaucoup pour la conformité des sites web, d'avoir finalement des cases à cocher lorsqu'on va accepter des conditions générales de vente. Il peut y avoir des mentions obligatoires à accepter, par exemple la renonciation au droit de rétractation. Il faut que du coup l'outil avec lequel vous travaillez permette quelque part d'authentifier sérieusement que le client
à renoncer à son droit de rétractation. Ça va être pour la constitution des droits, là aussi en matière de propriété intellectuelle, et du coup c'est là où je parlerai aussi de la société Deep Block qu'on a créée. Cette société, elle va permettre de garantir finalement qu'à un moment T, ce qu'on pouvait faire avec l'huissier, mais c'est vrai que avec le commissaire de justice, c'est vrai que c'est un petit peu moins onéreux, et c'est aussi certainement ce que, du coup, le constat qui a été fait avec SmartPreuve, c'est d'aller se constituer une preuve d'antériorité sur des contenus relatifs à la propriété intellectuelle. On a d'ailleurs, dans ce cadre-là, eu différents projets, notamment le projet de certificat de laboratoire, où en fait il y avait des preuves de dépôt, voilà. Et du coup, il est absolument nécessaire de se constituer des preuves, et des preuves qui soient fiables et intègres. La fiabilité, et du coup sur le plan technique, ça impose quoi? Ça impose que vous pouviez avoir un stockage qui soit probant, c'est-à-dire que en fait on est certain que la preuve elle est authentique et intègre, donc elle n'a pas été modifiée, et vous pouvez raccrocher l'émetteur de cette preuve à l'identification d'une personne. Et là derrière, quand on s'est dit ça, on a défini quoi? On a défini finalement un peu la définition de la signature électronique, c'est-à-dire la fiabilité, et qui permettent de rattacher un acte à une personne. Et c'est pour ça aussi que nous avons créé avec DeepBlock un outil qui s'appelle VitalSign, qui va permettre d'opérer des signatures électroniques, et qui est un outil aussi que nos clients utilisent pour de la constitution de preuves. Voilà, donc encore une fois, en fait, aujourd'hui, la preuve, c'est un élément qui doit être authentique, intègre, pour ne pas être contesté et apporter le plus de force probante. Et il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui existent. Et ce qui est important de voir, c'est que cette définition d'intégrité et de fiabilité, finalement, et de rattachement à la personne, c'est quelque chose que, finalement, la blockchain a permis de mettre en place. Et donc, beaucoup de solutions aujourd'hui qui permettent une traçabilité et qui permettent justement de garantir une intégrité se basent sur la blockchain et qui présente ces caractéristiques. Voilà. La blockchain, d'ailleurs, elle est utilisée dans un certain nombre d'autres services, notamment la crypto-monnaie, mais qui là, n'ont pas forcément d'intérêt à ce niveau-là. Mais vraiment, au niveau de la preuve, et autant la blockchain type crypto-monnaie, comme elle n'a pas de collatéral sur le plan financier, il y a aujourd'hui des vraies problématiques qui se créent là-dessus. Autant sur tous les sujets, c'est une petite digression que je fais, mais sur tous les sujets de justement traçabilité, preuve, tokenisation, et là la blockchain est un vrai apport, et c'est vraiment dans les années à venir, et ça commence déjà qu'on voit vraiment des choses très intéressantes qui vont s'opérer sur ces questions-là. Donc du coup, la blockchain est un outil qui va permettre de constituer des preuves solides, et c'est ça que vous devez retenir. Dès lors également qu'il y a ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire qu'il y a aussi une identification de la personne assez forte qui permettent de prouver que cette personne a émis telle preuve à ce moment donné. Merci beaucoup Henri. On se rend compte que effectivement, qu'on soit juriste d'entreprise, commissaire de justice ou avocat, on est au cœur de ces préoccupations, qu'on est en train d'inventer de nouveaux systèmes. Évidemment, et tu l'as très bien rappelé à la fin de ton intervention, collecter une preuve aujourd'hui, ça pose la question de l'identité de la personne qui le fait. Comment on arrive à garantir l'identité de la personne qui est en train de collecter la preuve et pour le compte de qui? C'est aussi intéressant à voir pour retracer un certain nombre de choses. Comment on garantit son authenticité et comment ensuite on garantit son intégrité sur les stockages. C'est des sujets qui sont évidemment d'ordre privé, mais c'est des sujets qui ont un impact monstrueux au niveau de l'État et qui ont un impact évidemment d'intérêt général et d'intérêt public. Camille Roy, je vous laisse prendre la parole. Merci. Effectivement, c'est un sujet qui concerne également le ministère de la Justice, puisque dans le cadre notamment de la transformation numérique de ce ministère a été initié depuis 2018 le programme Procédure pénale numérique, conjointement dirigé par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. C'est une initiative à
si on peut dire, de tête et en bilatéral. Pourquoi ? Parce que la première ambition, c'était de permettre la transmission numérique des procédures clôturées par les enquêteurs jusqu'au service judiciaire. La nécessité en fait de renforcer l'accessibilité à la preuve et de la facilité, ça passe notamment par assurer sa transmission rapide et fluide entre des services enquêteurs aux juridictions, afin de libérer sur des tâches de faible valeur ajoutée de transport, de gestion des ramettes de papier, etc., tous les intervenants sur cette partie-là de la procédure pénale. C'est désormais chose faite, et c'est intéressant puisque si je me replonge dans le cas pratique que tu nous as présenté tout à l'heure, donc Gisèle, le travail illicite ou dissimulé a été identifié par l'URSSAF, qui est une administration de l'État, et c'est également un travail qui est mené conjointement avec d'autres administrations étatiques puis territoriales, avec le développement d'une solution qui s'appelle InfoParquet, et donc qui permet là aussi aux administrations de déposer leurs constatations et de les transmettre à destination de la juridiction. C'est une tendance plutôt générale puisque j'aperçois ma collègue Camille Ledoiron dans la salle, et c'est également une initiative menée dans le cadre de l'Union européenne et avec le développement du projet e-Codex qui permet aux juridictions des États membres de l'UE qui participent à ce projet de se saisir de manière nativement numérique pour des demandes d'entraide judiciaire ou des décisions d'enquête européenne. Ces 3 exemples un petit peu topiques nous montrent qu'en fait, l'accessibilité de la preuve, elle passe par sa transmission donc plus rapide, mais surtout nativement numérique. Pourquoi nativement numérique ? Parce que lorsqu'on se met d'accord sur une transmission 100% dématérialisée, on se met non seulement d'accord sur le canal qu'on va emprunter pour transmettre cette procédure, mais également sur un dictionnaire sémantique, sur les données qu'on va y inclure et qu'on va pouvoir exploiter ensuite. Je prends notamment l'exemple du cadre de la politique prioritaire de lutte contre les violences intrafamiliales. Dans un monde nativement numérique demain, nous serons en mesure de collecter des données au sein de l'intégralité des procédures reçues et de les mettre à disposition sous forme d'informations à un service enquêteur A, lui permettant peut-être d'identifier que la personne venant déposer une main courante pour des violences intrafamiliales est en fait une victime d'un auteur qui a déjà été condamné pour des faits similaires ou déjà mis en cause dans des procédures pour des faits similaires il y a X années dans un ressort qui n'est pas le sien et dont il n'aurait pas eu connaissance si nous n'avions pas pu exploiter ces données nativement numériques. Également, si on se projette dans la procédure nativement numérique de demain, c'est pas seulement le PV, le fond documentaire qu'on va transmettre, c'est également du multimédia. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le multimédia se transporte encore sur un support physique. Demain, on pourra vraiment le remettre au cœur de la procédure, puisque c'est notamment des éléments de preuve qui peuvent être constitués. Par exemple, une vidéosurveillance, par exemple, des photographies prises sur des lieux de l'infraction, par exemple, une audition d'un mineur dans une salle Mélanie. Donc ce sont des auditions filmées lorsqu'un mineur est mis en cause ou victime dans une procédure pénale, qui pour l'instant transitent sur des supports physiques annexes et qui sont difficilement exploitables et difficilement partageables en juridiction et surtout à destination de l'audience. On imagine tout à fait l'effet que produirait en audience la diffusion de l'audition d'un mineur qui raconte un petit peu, avec ses propres mots, les faits dont il a été victime. On peut imaginer ce que représente comme impact les silences au cours d'une audition. Voilà, donc c'est vraiment l'accessibilité de la preuve, oui, mais c'est surtout son exploitation enrichie qui, pour le ministère de la Justice, devient véritablement un enjeu maintenant. La transmission se fait, l'accélération est désormais mise sur son exploitation et son exploitation, tout simplement. Si je peux juste conclure, on constate ici, on relève vraiment le caractère inquisitoire de la procédure pénale. Le ministère public met en état son dossier de procédure pour aller à l'audience, le communiquera à destination des avocats de manière nativement numérique, puisque des travaux partenariaux sont également en cours avec le CNB et également avec la CNCJ, puisque les commissaires de justice sont également un acteur dans le cycle de vie de la procédure pénale, que ce soit sur un mandement de citation ou la signification d'une décision de justice de manière dématérialisée. Si je peux faire le lien avec ce qu'annonce Fadila, on constate simplement ici que le caractère inquisitoire est vraiment le focus de la procédure pénale et qui pour l'instant en tout cas, nous oblige à délaisser un petit peu une autre partie au procès qui est le justiciable, mais pour lesquels nous avons également des initiatives en cours pour demain. Fadila. Merci beaucoup Camille. Alors Fadila Le Turc, moi je suis conseillère à la transformation numérique de l'État au sein de la direction interministérielle du numérique,
qui est une direction qui souhaite mettre à disposition une offre de services à destination de tous les ministères afin de leur permettre d'accélérer leur transformation numérique. J'appartiens particulièrement à un cabinet de conseil interne à l'État. Donc on est tous d'anciens consultants qui intervenons auprès des ministères, et j'ai eu l'occasion de travailler avec le ministère de la Justice à 2 reprises au cours de la procédure pénale, d'une démarche que nous avons menée autour de la procédure pénale numérique, et puis largement sur la constitution du plan de transformation numérique du ministère de la Justice à horizon 2028. À cette occasion, et là je vais un peu sortir du domaine de la preuve, on a souhaité apporter un regard un peu stratégique et une vision un peu interministérielle à ce que demain devrait être le numérique en justice. Et c'est vrai que là, de tout ce que j'entends, et notamment de l'exemple de Gisèle, on se rend compte que pour injusticiable, il y a énormément d'acteurs qui interviennent, énormément d'acteurs à la fois publics, à la fois privés, que pour injusticiable, les démarches à mener sont complexes. Et c'est du rôle aussi de la DINUM dans ses préconisations au ministère, et notamment au ministère de la Justice, de sensibiliser sur tous ces acteurs de la chaîne de justice. Et c'est vrai que lorsqu'on a eu des discussions sur le plan de transformation numérique du ministère de la Justice, nous, la DINUM, on a des outils de mesure, des démarches auprès des usagers, des justiciables, etc. Et on était très focus usager. Pour nous, l'usager, c'est le citoyen qui consomme des services publics. Or, le ministère de la Justice, c'est un ministère très particulier parce que ses usagers sont multiples. Les politiques publiques du ministère de la Justice concernent à la fois des personnes sous main de justice, concernent des personnes qui sont des victimes, concernent des détenus, des enfants en centre d'éducation, concernent également tout un réseau de partenaires qui peuvent être des avocats, des huissiers. Donc c'est un ministère qui a la tâche complexe d'adresser tous ces publics, au-delà des agents qui eux aussi endossent des rôles très très différents. Et à notre sens, en tout cas côté direction interministérielle du numérique, c'est vraiment important dans la transformation numérique d'aborder tous ces usagers dans toute leur complexité. Et on a pris conscience de ça, nous, direction interministérielle, assez récemment, parce qu'on était très centré sur le justiciable, mais logiquement, une victime, un citoyen, a rarement recours à la justice dans sa vie. Enfin, on espère qu'elle a rarement recours à la justice dans sa vie. Donc, on a tout ce réseau d'acteurs à animer. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Alexis pour échanger autour de ces sujets. Et il y a une réflexion qu'on commence à porter, en tout cas à la direction interministérielle du numérique, qui est de se dire, OK, multiplicité d'usagers, mais également énormément d'acteurs de la tech, du privé, du monde associatif qu'il faut associer dans la transformation numérique de ce ministère. Parce que ce sont des relais, ce sont des acteurs de cette chaîne de justice. Et pour nous, c'est vraiment important en fait, de sensibiliser à ça. D'où cette logique en fait, d'accompagner les ministères à cartographier leur écosystème et à faire en sorte qu'en amont des grands projets qui sont menés, en amont de toute la réflexion de la transformation numérique, on puisse les associer un maximum. Ça, c'est pour la première chose. Et moi, je suis un peu novice sur les questions de justice. En vous entendant parler, là, ce que vous dites sur l'accès à la preuve me fait penser à quelque chose qui se passe dans la sphère sociale et qu'on accompagne. Donc, au sein de l'équipe transformation numérique de l'État, on porte un programme qui s'appelle l'administration proactive, plus connu sous le nom de solidarité à la source. Et la logique sous-jacente derrière ce grand programme qui a été lancé il y a quelques mois, c'est de lutter contre le non-recours au droit. Et aussi d'aller vers l'usager, d'arrêter d'attendre que l'usager vienne vers nous en justifiant d'un statut, que ce soit un statut fiscal ou autre, mais de communiquer un maximum entre administrations afin de lui faire de la notification de droit, lui pousser des droits, lui faire du versement de droits, voire lui donner accès automatiquement à un service. Au regard de tout ce que vous dites, je pense qu'il y a une réflexion commune, que ce soit au sein du ministère de la Justice, en interministériel et même avec l'ensemble des partenaires à mener, sur comment on fait demain de la justice proactive. Et la justice proactive, elle se fera justement avec tout cet écosystème, à mon sens. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ?
Bonjour, Marie Depé, donc j'interviens pour la rédaction du Village de la Justice. Et moi, j'ai une question que je vais adresser au ministère de la Justice, mais également au commissaire de justice. En fait, par rapport à des applications comme eHop ou AppHealth, c'est des applications qui sont là pour récupérer des preuves de violences physiques pour les femmes. Donc en fait, c'est comment ces applications et les preuves qui sont ainsi collectées donc, via la blockchain, en fait, c'est des applications qui s'appuient sur de la blockchain pour la véracité, enfin pour, pour qualifier la preuve. Mais comment la justice en fait décide que ce sont des preuves irréfragables si elles ne sont pas passées, si elles n'ont pas été constatées par un commissaire de justice. En fait, ma question, c'est comment ces preuves ainsi collectées, qu'est-ce qui leur donne un constat de fiabilité ? La question, c'est quelle est la force probante finalement d'un dispositif comme celui-ci dans le cadre d'une procédure judiciaire. Alors, là, on est en matière pénale. Fournir la preuve en matière pénale, si on peut, je pense, fournir tout type de preuve. Après, c'est comment le magistrat qualifie cette preuve et comment cette preuve peut être apportée dans une condamnation et être soulevée en défense par l'adversaire. Effectivement, en matière pénale, la preuve est libre. Et ensuite, les magistrats jugent dans leur intime conviction. Donc en fait, une preuve qui peut être un enregistrement, qui peut être de l'ADN, évidemment l'ADN aura une force beaucoup plus probante, ou un constat d'huissier, ce seront des preuves plus probantes, mais néanmoins, un magistrat sera toujours à l'écoute d'un enregistrement de cris ou de coups, et a fortiori, là, si c'est un niveau supérieur, ça aura une force probatoire non négligeable. Alors, on a quand même, c'est pour ça que, effectivement, vous avez rappelé la politique générale, mais en tout cas, notre souhait, c'est d'être souvent associés, parfois on l'est par défaut ou après, c'est que nos professions soient directement associées à des plans pour que sur le terrain et sur la direction générale, l'action soit rapide sur le mauvais traitement qui est fait. Dans le dispositif, les huissiers de justice, pourtant 1700 études réparties sur l'ensemble du territoire, avec un véritable maillage territorial, on pourrait rentrer dans un certain nombre de dispositifs et de constatations. Et on le fait notamment beaucoup sur des constats de SMS. Beaucoup de femmes viennent nous voir, ou parfois de maris, sur les problèmes de garde, ou etc., ou de violence, entre deux, pour relever dans les téléphones portables un certain nombre de menaces. Et là, effectivement, ça constitue des preuves. Et quand on s'aperçoit qu'il y a eu vraiment des menaces physiques, mais que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, d'ailleurs, c'est assez long, on demande à ce que les choses soient préparées. Parfois, vous avez 20, 30 ou 300 textos. Donc, on essaye aussi d'adapter le coût de notre constat à la personne, parce qu'on va pas, le temps passé, si on devait réellement faire tourner le compteur, ça pourrait représenter beaucoup d'argent. Après, notre mission fait que les gens viennent nous voir, ils ont un véritable besoin, et autant que faire se peut, on s'adapte à ce qu'ils peuvent dépenser ou pas dedans pour que cette preuve soit retenue. Mais là, on est véritablement en matière pénale, et donc effectivement, ça appartient aux magistrats de retenir ou pas. Mais j'insiste, notre métier, dans ce domaine que vous venez de citer comme dans d'autres, on peut participer à l'écosystème de la justice. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué au début, nous avons les pieds au milieu du salon et les pieds au milieu de l'entreprise. Le métier de commissaire de justice est un lien indispensable avec le justiciable. Camille, peut-être, moi j'ai une question aussi, mais qui se rattache à ça, c'est aujourd'hui... je ne reviens pas sur ce qu'a dit Patrice sur la partie commissaire de justice, mais sur la partie acceptation de la blockchain. C'est un sentiment que je partage, je pense qu'Henri le partage également. Aujourd'hui, les magistrats sont peu sensibilisés à cette question-là. Dans quelle mesure ils vont recevoir, comprendre
ce type de preuve-là, ou ce début de preuve-là, comme un faisceau d'indices, comme une preuve participant d'un faisceau d'indices concret permettant de jouer sur son intime conviction dans le cadre d'un jugement. Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation? Comment vous travaillez sur ces démarches-là au niveau du ministère de la Justice, sans même parler d'une reconnaissance de la blockchain dans les textes? Je pense que c'est notre question et qui n'est pas forcément complètement à propos. Oui, en fait, ça fait partie à la fois de la formation au métier de magistrat, que ce soit la formation initiale, donc après réussite du concours, ou de la formation continue. On voit que les programmes de formation évoluent. Il y avait notamment cette semaine à l'ENM, par exemple, une formation sur les NFT. Qu'est-ce que c'est, comment on les utilise, etc. Donc, on voit bien que ce soit le métier de la magistrature, mais les métiers judiciaires, de manière générale, sa culture a ces nouveaux concepts et les prennent en compte dans leur réflexion intellectuelle, dans l'étude d'un dossier, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur ta question, Alexis, c'est là aussi où, en fait, en tant qu'acteur et du coup société qui propose des solutions de blockchain, on a aussi quelque part des notices d'utilisation et d'information, puisque en fait quelque part la blockchain, l'objectif c'est d'apporter une preuve qui soit fiable, mais du coup dans le cadre d'un procès, on peut, si justement cette preuve est remise en question, ce qui n'est souvent pas le cas, parce que justement en général les adversaires savent que ça reste des preuves fiables, c'est aux acteurs privés de démontrer et d'apporter finalement une démonstration de la fiabilité du système mis en place pour que celui-ci ne soit suscite l'adhésion du magistrat qu'il a en face. Et ça peut se faire par le biais d'expertise, par le biais aussi de constats d'huissier, et ou d'expertise justement informatique qui permet de démontrer la fiabilité du système pour qu'ensuite la preuve ne soit pas facilement remise en question. Voilà. Et si vous mettez du commissaire de justice et de la blockchain, vous avez la réussite parfaite. La preuve est réellement irréfragable. Et réellement, c'est ce que nous cherchons également, parce qu'on a compris effectivement que les éléments de preuve et que le droit évoluait. Et ça, voilà, ça c'est un véritable enjeu. L'idée également, c'est d'éviter le procès. On connaît l'engorgement des tribunaux, les délais, etc. Si la preuve est bien obtenue, suffisamment puissante, avec derrière des conseils qui vont dire à celui qui est victime de la preuve, là, on va y aller. Donc négocions, trouvons notre métier aussi, parfois trop perçu comme des gens qui ne sont que des exécutants ou des exécuteurs de décisions de justice. C'est une part infime aujourd'hui de notre métier et nous développons aujourd'hui, par toutes ces générations qui arrivent, ces nouvelles générations, une autre mentalité et une autre façon de faire notre métier. Merci Patrice. J'ai une question pour Fadila. Tu nous parlais de justice proactive, je caricature, mais de procédure proactive pour rendre le droit plus accessible. Il y a des enjeux énormes en termes de data et de partage d'informations entre les différentes instances ou parties prenantes et bien sûr les professionnels qui interviennent. Je pense que c'est un sujet qui est fondamental. Et je vous parlais tout à l'heure des déboires de Gisèle. 2 exemples concrets. Par exemple, aujourd'hui, un service d'assurance pourrait tout à fait permettre de comparer la véracité d'une décennale et du recoupement, ce qui permettrait à un justiciable ou une entreprise qui mandate une entreprise de s'assurer qu'effectivement elle est bien assurée. Et au niveau de l'État, on pourrait tout à fait penser rendre accessibles certaines données publiques ou semi-publiques qui permettraient aux justiciables d'anticiper et d'éviter de prendre une mauvaise décision, de mandater une entreprise qui serait soupçonnée ou qui aurait déjà été condamnée, et ainsi de suite. Alors dans quelle mesure les données peuvent se partager de façon confidentielle dans le cadre de procédures, ça vous en avez parlé, mais également dans quelle mesure il y a une politique de données ouvertes qui vont permettre de faciliter cette proactivité des procédures, même en amont, finalement, d'anticiper pour éviter de se retrouver dans une situation dans laquelle on va avoir besoin de faire exercer ses droits. Alors, au sein de la direction interministérielle du numérique, on a un département qui s'appelle Etalab, qui est le département qui fait la promotion de l'open data au sein de l'État et qui a aussi mis en place un portail qui s'appelle api.gouv.fr et qui permet à des administrations d'ouvrir leurs données entre administrations. Maintenant, moi, je pense qu'au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure du contexte du ministère de la Justice,
il y a une nécessité à travailler cette question de l'ouverture des données entre plusieurs parties prenantes. Donc le ministère de la Justice en est une, mais aussi d'autres acteurs. Et là, je prendrai pour exemple une mission de conseil qu'on a menée auprès du ministère de la Mer. Le ministère de la Mer, c'est un ministère d'opérateurs. Aujourd'hui, les données du ministère de la Mer sont détenues par des ports, par des écoles, par plusieurs acteurs qui interviennent en fait dans les politiques publiques de préservation de la biodiversité, de sécurité des littoraux, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été taper à la porte de ces différents opérateurs, de ces différentes personnes qui interviennent dans toute la chaîne de déploiement des politiques publiques, pour leur demander quels étaient les jeux de données qu'ils avaient, quels étaient les jeux de données qu'ils pouvaient ouvrir et comment on pouvait créer une sorte de place commune des données au service des politiques publiques du ministère de la Mer. Donc je pense que dans le cas du ministère de la Justice, il y a déjà cette question d'interopérabilité entre les systèmes d'information, mais qui avance à travers des programmes, typiquement le programme procédure pénale numérique impulse ça. Il y a une nécessité aussi de renforcer ce partage interadministration, et là en ce sens, le programme administration proactive vise à créer une infrastructure partagée qui permettra justement de faciliter cet échange entre administrations. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut faire un travail avec l'ensemble des parties prenantes pour se dire aujourd'hui, au service du justiciable et des différents usagers du ministère de la Justice, comment on partage un peu mieux nos données. Et ça impliquera aussi des partenaires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On devait finir à 10h20, donc on a un petit peu de retard, c'est normal. Oui, une dernière question. Bonjour, déjà je voulais vous remercier pour vos différentes interventions. Ça nous a permis de voir une certaine transversalité de la preuve. Et donc j'avais une question concernant le commissaire de justice. Vous avez parlé tout à l'heure de constat par drone. Ça m'a un peu interpellée, donc je voulais savoir, est-ce que ça concerne tous les commissaires de justice sur le territoire ou ça concerne certains domaines, ou comment ça se passe? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, ce qu'il faut, c'est déjà établir une formation. Alors, on peut effectivement appeler un certain nombre de sociétés si on n'est pas pilote soi-même, et si on n'a pas, donc on peut... après, il faut déposer effectivement un plan de vol, et il faut que le constat reste dans les règles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus pouvoir aller au-delà et aller constater des choses que nous n'avons pas à voir. Il faut cibler la mission. Là, c'est une discussion qui est à faire entre le demandeur et nous, et on apprécie ou pas la véracité. Encore une fois, quand quelqu'un vient nous demander de constater telle ou telle chose, on ne répond pas à toutes les sollicitations. Parfois, certains sont très inventifs et ça ne rentre pas effectivement dans notre mission. Donc, la formation également du commissaire de justice est très importante. C'est qu'on peut aller à un certain nombre d'endroits, mais il y a des endroits où on ne peut y aller que par le biais d'une ordonnance ou des sujets qui ne nous concernent pas du tout. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre participation, tous les 5. C'était un plaisir de vous avoir. Effectivement, je pense qu'on a balayé la question de façon extrêmement large. Chaque sujet, je pense, mériterait d'avoir quasiment une conférence d'approfondissement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'espère en tout cas qu'on vous a donné une idée des enjeux qui se posent quand on veut ouvrir la preuve et la démocratiser, et qu'on vous a aussi montré qu'il y avait des enjeux et un impact économique. Évidemment, on le savait déjà, on l'a vu avec l'intervention de Ngomadjo, mais également, évidemment, c'est un sujet qui est éminemment social, parce que ça a un impact sur la vie des entreprises, mais aussi sur la vie des justiciables. Merci beaucoup.